Il faut lire ce livre en considérant qu'il a été sciemment écrit dans l'intention de nuire à la société spectaculaire. Il n'a jamais rien dit d'outrancier. Et sans doute notre temps préfère l'image à la chose, la copie à l'original, la représentation à la réalité, l'apparence à l'être. Ce qui est sacré pour lui, ce n'est que l'illusion, mais ce qui est profane, c'est la vérité. Mieux, le sacré grandit à ses yeux à mesure que décroît la vérité et que l'illusion croît. Si bien que le comble de l'illusion est aussi pour lui le comble du sacré. C'est bien joli tout ça, mais les cons vont pas se faire tout seuls. Le spectacle se soumet les hommes vivants dans la mesure où l'économie les a totalement soumis. C'est quoi cette facture? Putain, encore une facture? La première phase de la domination de l'économie sur la vie sociale avait entraîné dans la définition de toute réalisation humaine une évidente dégradation de l'être en avoir. La phase présente de l'occupation totale de la vie sociale par les résultats accumulés de l'économie conduit à un glissement généralisé de l'avoir au paraître. Là où le monde réel se change en simples images, les simples images deviennent des êtres réels. Voyons, 1054 divisé par 3, ça fait 220 ça? Écoute, à mesure que la nécessité se trouve socialement rêvée, le rêve devient nécessaire. Le spectacle est le mauvais rêve de la société moderne enchaînée qui n'exprime finalement que son désir de dormir. Le spectacle est le gardien de ce sommeil. Mais ça fait combien alors? 1054 divisé par 3? Le système économique fondé sur l'isolement est une production circulaire de l'isolement. L'isolement fonde la technique et le processus technique isole en retour. De l'automobile à la télévision, tous les biens sélectionnés par le système spectaculaire sont aussi ses armes pour le renforcement constant des conditions d'isolement des foules solitaires. 1053 divisé par 3, ça fait 350. Mais pourquoi c'est 350? On devrait être à 220. Oui, mais écoute ça, tu vas voir. L'origine du spectacle et la perte de l'unité du monde et l'expansion gigantesque du spectacle moderne expriment la totalité de cette perte. Dans le spectacle, une partie du monde se représente devant le monde et lui est supérieure. Le spectacle n'est que le langage commun de cette séparation. Le spectacle réunit le séparé, mais il le réunit en tant que séparé. Bon, écoute mon vieux, j'essaie de me concentrer, d'accord? J'essaie de comprendre pourquoi c'est 350 au lieu de 220. Donc va disserter ailleurs. Non, écoute ça. L'aliénation du spectateur au profit de l'objet contemplé, qui est le résultat de sa propre activité inconsciente, s'exprime ainsi. Plus il contemple, moins il vit. Plus il accepte de se reconnaître dans les images dominantes du besoin, moins il comprend sa propre existence et son propre désir. L'extériorité du spectacle par rapport à l'homme agissant apparaît en ce que ses propres gestes ne sont plus à lui, mais à un autre qui les lui représente. C'est pourquoi le spectateur ne se sent chez lui nulle part, car le spectacle est partout. C'est quand même formidable ça. 1967, c'est écrit noir sur blanc. Oh, bah, tu veux que je te dise ce qui est formidable, moi? C'est qu'à 1054 qui sort de nulle part, ça me rend fou, quoi. Et tu devrais m'aider un peu. Faut être un peu plus sérieux. Oui, mais soyons sérieux justement. Écoute ça, tu vas voir, potlatch. Voilà. Projet d'embellissement rationnel de la ville de Paris. C'est le potlatch numéro 23, du 13 octobre 1955. Écoute ça, tu vas voir. Projet d'embellissement rationnel de la ville de Paris. Les lettristes, présents le 26 septembre, ont proposé communément des solutions rapportées ici à divers problèmes d'urbanisme, soulevés au hasard de la discussion. Ils attirent l'attention sur le fait qu'aucun aspect constructif n'a été envisagé, le déblaiement du terrain paraissant à tous l'affaire la plus urgente. Ça fait combien? Ça doit faire 880. 1054 moins 880. Ça fait... Mais écoute ça va. Ouvrir le métro, la nuit, après la fin du passage des rames. En tenir les couloirs et les voies mal éclairées, par de faibles lumières intermittentes. Par un certain aménagement des échelles de secours et la création de passerelles là où il en faut, ouvrir les toits de Paris à la promenade. Laisser les squares ouverts la nuit, les garder éteints. Dans quelques cas, un faible éclairage constant peut être justifié par des considérations psychogéographiques. Bon, écoute, tu m'ennuies. J'essaie de me concentrer. Oui, mais concentre-toi là-dessus. Munir les réverbères de toutes les rues d'interrupteurs.
l'éclairage étant à la disposition du public. Ensuite, voyons, voilà, les gares. Gardez les gares telles qu'elles sont. Leur laideur assez émouvante ajoute beaucoup à l'ambiance de passage qui fait le léger attrait de ces édifices. J.J. Volman réclame que l'on supprime ou que l'on fausse arbitrairement toutes les indications concernant les départs, destinations, horaires, etc. Ceci pour favoriser la dérive. Après un vif débat, l'opposition qui s'était exprimée renonce à sa thèse et le projet est admis sans réserve. Accentuer l'ambiance sonore des gares par la diffusion d'enregistrements provenant d'un grand nombre d'autres gares et de certains ports. Il y a 174 € de trop, mais d'où ils peuvent bien sortir? Abolition des musées et répartition des chefs-d'œuvre artistiques dans les bars. Libre accès illimité de tous dans les prisons. Possibilité d'y faire un séjour touristique. Aucune discrimination entre visiteurs et condamnés. Afin d'ajouter à l'humour de la vie, 12 fois tirés au sort dans l'année, les visiteurs pourraient se voir raflés et condamnés à une peine effective. Qu'est-ce que tu dis de ça, hein? Ben, j'en dis qu'ils nous réclament 174 € de trop pour l'appartement et je ne sais même pas d'où ça sort, d'accord? Donc laisse-moi tranquille faire mes comptes et va voir si j'y suis. Oui, mais non, attends, tu vas voir. C'est page 17, voilà. Page 17. Potlatch numéro 4, du 13 juillet 1954. Le minimum de la vie. Écoute ça, vraiment, le minimum de la vie. On ne dira jamais assez que les revendications actuelles du syndicalisme sont condamnées à l'échec, moins par la division et la dépendance de ces organismes reconnus que par l'indigence des programmes. On ne dira jamais assez aux travailleurs exploités qu'il s'agit de leurs vies irremplaçables où tout pourrait être fait, qu'il s'agit de leurs plus belles années qui passent, sans aucune joie valable, sans même avoir pris des armes. Il ne faut pas demander que l'on assure ou que l'on élève le minimum vital, mais que l'on renonce à maintenir les foules au minimum de la vie. Il faut refuser de lutter à l'intérieur du système pour obtenir des concessions de détail immédiatement remises en cause ou regagnées ailleurs par le capitalisme. C'est le problème de la survivance ou de la destruction de ce système qui doit être radicalement posé. Écoute, il ne faut pas parler des ententes possibles, mais des réalités inacceptables. La lutte sociale ne doit pas être bureaucratique, mais passionnée. Il faut prendre conscience de quelques faits qui peuvent passionner le débat. Le fait par exemple que partout dans le monde, nos amis existent et que nous nous reconnaissons dans leur combat. Le fait aussi que la vie passe et que nous n'attendons pas de compensation hors celle que nous devons inventer et bâtir nous-mêmes. Ce n'est qu'une affaire de courage.